À Rome, étudiants contre forces de l'ordre, riposte du ministre de l'Intérieur, toutes les manifestations sont interdites. Franz Beckenbauer, cloué au pilori par la presse, le meilleur joueur allemand de foot partira aux États-Unis. Pakistan, la troupe ouvre le feu, 23 morts. Zaïre, la mystérieuse guerre de la brousse racontée par notre envoyé spécial, qui tue dans les Vosges. On recherche toujours la bête comme dans les contes moyenâgeux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il paraît que l'Italie est en train de devenir le gymnase d'un petit nombre d'excités. La formule est du ministre italien de l'Intérieur. Elle ne devrait pas faire sourire d'ailleurs, a priori, puisqu'il l'a employée pour qualifier les graves événements qui ont fait hier un mort, un policier et 2 blessés à l'université de Rome. Dans ce climat de violence, on finit d'ailleurs presque par oublier que le rapt là-bas est quasiment quotidien. Ce matin encore, une petite fille de 9 ans a été enlevée dans la rue. Son grand-père est un médecin connu de Rome. Alors aujourd'hui, les hommes politiques croient le moment venu de faire quelque chose. C'est ainsi que désormais, les policiers auront le droit de tirer en attendant d'autres mesures législatives peut-être plus draconiennes. De nouveau occupé par les étudiants, mais dans le calme le plus complet. C'est à l'extérieur que tout a commencé. Un groupe de jeunes, masqués avec des foulards ou des passe-montagnes, s'est mis à renverser des autobus et à jeter des cocktails Molotov. Et puis on a vu des jeunes gens tirer au pistolet, cachés derrière des voitures en stationnement. Un sous-officier de la police a été tué sur le coup, un autre a été grièvement blessé. Une journaliste de la chaîne de télévision américaine, CBS, a été touchée à la jambe par une balle. Aujourd'hui et pendant toute la journée, des Romains sont venus déposer des fleurs à l'endroit où a été tué le sous-officier de police de 23 ans, Settimio Passamonti. Les gens ne comprennent plus, ou plutôt, ils comprennent que tirer froidement sur un policier n'a plus rien à voir avec une manifestation d'étudiants. À l'université de Rome, fermée à nouveau, des groupes d'extrémistes de gauche appliquent la fameuse et ancienne stratégie de la tension. Cela consiste à créer un chaos irréparable, à provoquer la guerre civile, à renverser le régime. À renverser le régime, oui, mais au profit de qui? À Rome, de nouveau en état de siège, jour et nuit, on ne croit plus aux jeunes gens en colère, désespérés. On accuse la démocratie chrétienne de vouloir prouver aux autres partis qu'il est impossible d'ouvrir une crise politique. On accuse les communistes de jouer la politique du pire pour faciliter leur entrée dans le gouvernement. Et pendant ce temps, des groupes d'extrémistes organisent la guérilla sans trop savoir eux-mêmes à qui va profiter cette situation. Les vedettes sportives ont-elles des comptes à rendre au public, au même titre peut-être que les autres? Après Guy Drut, chez nous, c'est le tour maintenant outre-Rhin de Beckenbauer. Beckenbauer, le numéro 1 du Bayern de Munich, qui, vous le savez, est sollicité contre une grosse poignée de dollars par un club américain. L'affaire fait grand bruit d'ailleurs outre-Rhin. La presse déchaîne et n'hésite pas à utiliser les plus basses méthodes, je crois qu'on peut le dire. Il est vrai qu'il faut peu de choses pour détruire une idole, une communication téléphonique par exemple, interceptée par une standardiste indiscrète, et voilà votre vie privée à la une de tous les journaux. Ce qui vient de se produire à Munich est encore plus grave que la disparition d'un des personnages de légende qui orne la tour de l'hôtel de ville. Franz Beckenbauer, l'empereur du football allemand, a frappé au cœur tous ses compatriotes en annonçant son départ pour les États-Unis. Il y a quelques mois, nous lui avions demandé ce qu'il pensait de l'évolution actuelle du football, un sport de plus en plus placé sous le signe des affaires et de l'argent. Très pudiquement, Beckenbauer avait estimé que le football ne souffrait pas d'affairisme. Pour lui, ce sport continue et continuera de passionner les masses dans le monde entier, avait-il précisé. Il conservera, ce sport, la plus grande place et le plus grand nombre de téléspectateurs. À cette époque déjà, Beckenbauer pensait quitter l'Allemagne pour un très grand club européen. Officiellement, il démentait cependant toutes les rumeurs circulant sur ce sujet. À vrai dire, le libéraux du Bayern et de l'équipe d'Allemagne résistaient à l'appât du gain et rêvaient secrètement de se préparer à la fonction d'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Affecté par des ennuis à la fois privés et fiscaux, mais surtout par la campagne de presse menée sur sa vie privée et même intime, le Kaiser Franz s'était résolu à quitter l'Allemagne pour les États-Unis. Il touchera pour cela 1,5 milliard de francs, c'est le prix de son légendaire jeu de jambes.
En Allemagne, il laisse derrière lui une large part de sa popularité et beaucoup d'illusions sur la fidélité des masses et de la presse. Il conservera cependant le droit de jouer dans l'équipe nationale si sa condition physique est jugée satisfaisante. Mais alors, Michel Meyer, vous êtes en direct en ce moment avec nous de Bonn. Ce qui surprend dans cette affaire, autant que le départ de Beckenbauer, c'est l'acharnement avec lequel la presse s'attaque à lui. Est-ce que c'est le propre de cette presse allemande que d'empiéter ainsi sur la vie des individus? Écoutez, je crois que ça tient un peu à une tradition spécifiquement allemande, si l'on peut dire, du moins dans l'après-guerre. La presse allemande est une presse à l'américaine, qui a la dent dure et les reins assez solides, donc on peut supporter pas mal de procès. Cette presse est un peu américaine, c'est normal, car elle a été créée après la guerre par les Alliés, en l'occurrence les Américains et les Anglais. Ça crée éventuellement des réflexes et des comportements qui ont été valables pour Brandt à une certaine époque, lors de l'affaire Guillaume, où on n'a pas craint d'empiéter sur sa vie privée et de faire des indiscrétions assez intimes sur ses liaisons féminines. Et c'est également valable maintenant, on le voit, pour Beckenbauer, au moment où il déçoit, au moment où il trahit, entre guillemets, le football allemand. Mais ça veut dire que la loi n'intervient pas pour empêcher ce genre d'abus? Écoutez, la loi allemande est à peu près comparable à la loi française en matière de diffamation, etc. Mais la pratique est assez différente. En effet, les hommes publics font assez peu usage de leur droit de réponse ou de procès. Ils ont en effet peur des rétorsions de la presse sous forme de quarantaine, par exemple. Ils composent donc avec un quatrième pouvoir très indépendant et très libre, un quatrième pouvoir qui profite éventuellement de son excès de liberté pour vendre de temps en temps plus de papier que d'habitude et peut-être caresser l'opinion allemande dans le sens du poil. Cela veut dire que les journaux et par exemple le groupe Sprengel dont on parle le plus souvent dans ce genre d'affaires sont au-dessus de la loi? Le groupe Springer, par exemple, n'est pas au-dessus des lois, théoriquement. Pratiquement, c'est un peu le cas. Et c'est également le cas d'une quantité d'autres groupes de presse qui sont plus à gauche, par exemple, que le groupe Springer. Je pense notamment aux journaux Stern et Spiegel, qui ont également la dent très dure et qui font des enquêtes très précises, qui débouchent souvent sur la vérité, autant sur la vie politique d'un homme public que sur la vie privée d'un sportif ou d'un homme public. Alors, après avoir dévoilé certaines vérités, il est vrai que les vedettes en question en souffrent et on peut dire qu'à la limite, la presse allemande est toujours en train de chercher à l'image américaine une sorte de mini Watergate allemand et de temps en temps, cette presse tombe sur une idole à détruire et je crois que Beckenbauer en ce moment en découvre un peu les inconvénients. Merci Michel Meyer. En tout cas, il faut savoir de temps en temps balayer devant sa porte. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Je ne rappellerai pas bien sûr l'affaire du canard enchaîné, mais simplement celle-ci. Chez nous, un patron a été condamné hier en justice. Il avait installé un système d'écoute dans son entreprise pour pouvoir suivre les conversations de ses employés. 12 millions de Français, soit 23% de la population, habitent dans des HLM. Le temps où ils découvraient les bienfaits de la salle de bain est révolu. Aujourd'hui, ils sont un peu plus exigeants. Construire mieux pour les plus défavorisés, c'est la mission de l'Union des HLM qui tenait son 28e congrès à Bordeaux, un peu dans le pessimisme d'ailleurs. La profession a lancé un cri d'alarme. Elle craint que dans son application, la réforme du logement ne tienne pas ses promesses et qu'elle ne lui permette pas de réaliser sa mission. Regardez. La maison individuelle en HLM, avec un jardin et un environnement agréable, cela existe. En construire davantage avec des pièces plus grandes et plus d'espaces verts, c'est une des missions des offices HLM pour les années à venir. Mais les revenus les plus modestes peuvent-ils accéder à cette qualité? Exemple, la famille Bénèche, propriétaire d'un pavillon dans la banlieue de Bordeaux. Les remboursements. Les remboursements, je pense que c'est à peu près 550 francs à peu près par mois actuellement. Au départ, nous voulions davantage. Et est-ce que vous y arrivez facilement avec le salaire de votre mari ou ça représente encore un gros effort financier pour vous? En travaillant à deux, maintenant, je trouve que ça va quand même, en travaillant à deux. Mais pourquoi vous dites maintenant? C'était plus dur avant? Oui, au départ, c'était quand même plus difficile parce que pendant un an, nous habitions un logement, il a fallu payer ce loyer et commencer à rembourser. Quand vous êtes arrivé, c'était un chantier ou ça avait déjà un aspect assez fini avec les rues Les rues étaient faites, mais surtout au point de vue extérieur de maison, on a eu pas mal de problèmes et ça a été... pendant 2 ans, nous avons eu beaucoup à faire. Vous l'avez attendu combien de temps, votre maison? De l'instant où nous sommes inscrits? Oui, entendu.
2 ans, quoi. Hein. 2 ou 3 Oui, ans. les travaux ont fait 2 ans, quoi. Hein. Oui, 2 ans. Et pendant 2 ou 3 ans, vous avez été obligé de payer un double loyer de... Enfin, Oui, moi, l'apport pendant 1 an. personnel et le loyer où nous habitions. Voici le deuxième exemple. Il s'agit d'une location dans un petit immeuble. Lorsque ces tas de graviers se transformeront en jardin, cet ensemble d'habitations pourra offrir aux locataires des appartements les charmes d'un village. Bien ici, nous sommes au paradis, quoi. Vous n'aviez pas de cuisine ici? Une petite cuisine, une souillarde d'1 mètre sur 1,50 m, c'est tout. Vous êtes retraités tous les deux? On est retraités, quoi. Oui. On s'évadait en vacances pour changer d'air, quoi, et on connaissait un confort que nous n'avions pas. Et alors, ce confort, on le goûtait pendant 3 semaines pour replonger après dans 11 mois après. Alors ici, maintenant, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est le rêve ici, c'est le rêve. Oh oui. Et l'ensemble du village qui vient d'être construit, là, vous le trouvez beau? Je le trouve très bien, très bien. Je suis fait, le premier jour, je ne dis pas choqué, mais en fait, j'ai trouvé ça original. Puis alors après, là, tout y a été... Vous aimez ça, les couleurs Ah, les couleurs sont Oui. très jolies. C'est ocre, Très, c'est rose, ça va. ça se marie très bien, et du blanc. Ces nouveaux programmes sont certes exemplaires, mais ils sont encore trop rares. Ils sont les prototypes des 510 000 logements prévus avant 1980. En attendant, les tours et les immeubles tristes et monotones constituent la majorité des logements en HLM. Bien, parlons un peu du crédit maintenant. Je vous annonce une baisse de 0,5 à 1% des intérêts servis sur les comptes à terme et aux bons de caisse. C'est une mesure technique décidée par le Conseil national du crédit qui entérine ainsi la bonne santé du franc. Alors la conséquence, c'est bien une bouffée d'oxygène pour les banques qui, vous le savez, pourraient être sollicitées par le gouvernement dans la perspective du financement du plan de 12 mois que M. Raymond Barre doit prochainement annoncer. À noter d'ailleurs cette petite phrase de Georges Ségui aujourd'hui à propos du plan de lutte contre l'inflation, cette fois donc le premier plan Barre. Tous ceux qui sont attachés à l'intérêt national et au progrès social doivent souhaiter qu'il échoue ce plan. L'action qu'organisent les syndicats vise justement à cet échec. Les éboueurs en grève à Paris, les ordures ne sont pas relevées dans certains quartiers aujourd'hui. Alors en attendant l'issue favorable des négociations, du moins on l'espère, eh bien des sacs en plastique seront distribués aux Parisiens dans les mairies d'arrondissement. Et puis il faut revenir sur un débat politique qui prend une consistance de jour en jour. En ce moment, faudra-t-il modifier le scrutin électoral? Raymond Barre disait l'autre soir dans l'émission d'Antenne 2, Carte sur table, qu'il n'avait pas de préférence, mais que s'il fallait faire ce changement, eh bien, il faudrait le réaliser avec le consensus des partis de la majorité et peut-être aussi des autres formations. Alors, scrutin majoritaire ou scrutin proportionnel, Noël Copin, il faudrait peut-être d'abord expliquer le mécanisme de l'un et de l'autre. Oui, alors je pense que les députés et les candidats nous pardonneront de leur avoir fait ces têtes-là, mais c'est pour une meilleure compréhension du système qui leur permet d'être élus. Et puis pour compenser, on leur a fait de bien jolis fauteuils. Le scrutin majoritaire d'abord, c'est celui qui est en vigueur actuellement dans toutes les élections politiques françaises, mais prenons en détail et regardons ce qu'est le scrutin pour les élections législatives. Ici, une circonscription fictive. Il y a un siège à pourvoir dans chaque circonscription, 3 candidats en présence. Imaginons qu'il y ait 50 000 suffrages exprimés avec les résultats suivants. Le candidat à tête carrée obtient 23 000, le suivant à tête ronde 17 000 et le troisième à tête triangulaire 10 000. Pour ce premier tour, aucun candidat n'est élu car aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des suffrages plus 1. Dans ce cas, il aurait fallu avoir 25 001 voix. On procède donc le dimanche suivant à un deuxième tour. Imaginons que le candidat à tête triangulaire, sachant qu'il n'a plus aucune chance, s'est retiré. Il reste 2 candidats en présence qui se partagent ici les voix, 30 000 et 20 000. C'est évidemment le candidat qui a 30 000 voix qui est élu et qui va prendre place dans le fauteuil. Il a la majorité absolue, mais il lui suffisait d'avoir la majorité relative, c'est-à-dire tout simplement d'être en tête pour être élu. Voyons maintenant l'autre système, qui est le système dit de la représentation proportionnelle, qui est un peu plus compliqué. C'était le système qui était en vigueur pour les élections législatives au début de la 4e République. Il s'agit d'un scrutin départemental. Imaginons là un département de taille moyenne qui a 5 sièges à pourvoir. Il doit y avoir des listes qui comportent chacune 5 candidats, c'est-à-dire autant que de sièges à pourvoir. Voici des résultats eux aussi imaginaires. Sur 200 000 suffrages exprimés,
Les listes que vous voyez ici obtiennent chacune 86 000, 56 000, 38 000 et 20 000. Le principe est le suivant. Chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel aux voix qu'elle a recueillies. Dans ce cas que nous avons imaginé, la liste des hommes à tête carrée obtiendrait 3 fauteuils. Celle des hommes à tête ronde n'aurait qu'un siège. Et celle des hommes à tête triangulaire n'aurait qu'un seul siège. Je vous fais grâce du calcul. Le résultat est obtenu avec une méthode dite de la plus forte moyenne, mais il y a d'autres méthodes, en particulier une que l'on appelle du plus fort reste, qui aurait donné un résultat sensiblement différent, car là, il n'y aurait eu que 2 candidats élus à tête carrée, et chacune des autres listes aurait eu droit à 1 candidat, c'est-à-dire que ce système du plus fort reste est favorable aux plus petits partis. Et alors, Noël Copin, l'intérêt, bien sûr, de ce changement, c'est de modifier la représentativité des formations politiques. Oui, alors là, nous avons sur ce tableau 2 graphiques que l'on appelle vulgairement, à cause de leur forme, 2 camemberts, qui représentent les partis politiques dans l'Assemblée nationale. En haut, c'est l'Assemblée nationale actuelle telle qu'elle est sortie d'un scrutin majoritaire en 1973, et en bas, c'est l'Assemblée nationale telle qu'elle aurait été si elle était sortie d'un scrutin dit de représentation proportionnelle. Les différences ne sont peut-être pas considérables, mais on peut quand même remarquer 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'il y a davantage de partis qui sont représentés par le système de la proportionnelle, qui est favorable aux petits partis. La deuxième chose, c'est que le parti qui est le plus nombreux est avantagé encore par un scrutin majoritaire, tandis que l'on peut observer par contre que le Parti communiste, lui, est sous-représenté par un scrutin dit scrutin majoritaire. Bien, je vous remercie, Michel Copin. 2000 manifestants hier dans la petite ville de Monteux. Pendant des années là-bas, on s'est habitué au voisinage dangereux de l'usine pyrotechnique Ruggieri. Il faut dire qu'une partie d'ailleurs de la ville en vivait. Et puis il y a une dizaine de jours, une violente explosion, vous vous en souvenez, a retenti. Il y a eu 2 morts et plusieurs blessés. Les ouvriers sont en grève depuis et ils réclament de meilleures conditions de sécurité, on les comprend. Toute l'agglomération est derrière eux et cette agglomération souhaite que Ruggieri s'installe hors de la cité. Depuis plus d'un siècle que l'on manipule ici des explosifs, c'est périodique. Tous les 5 ou 10 ans, un accident. Et comment l'éviter? On ne peut jamais éloigner complètement les possibilités d'erreur humaine et certains travaux ne peuvent pas être faits par des machines. Alors à Monteux, on dit ce sont les risques du métier. Mais cette fois, pour la première fois, l'explosion a débordé l'enceinte de l'usine. Autour, il y a la ville et même des groupes scolaires tout neufs. Les 12 écoliers légèrement blessés ont provoqué plus sûrement la colère des habitants que tous les artificiers professionnels tués dans le passé. Alors, comment peut-on construire une école en face d'une poudrière? L'agglomération de Monteux tout entière, comprenant environ 4000 habitants agglomérés et 6500 habitants au total, est truffée de 4 établissements dans lesquels on travaille des matières dangereuses. Aucun de ces établissements n'est situé à moins de 600 mètres du clocher de l'église. Chacun d'entre eux n'est pas distant, l'un par rapport à l'autre, de plus de 800 mètres. Quel que soit l'endroit auquel on pouvait songer pour implanter un établissement recevant du public, qu'il s'agisse d'une école ou d'autre chose, on était forcément dans une distance relativement proche d'un établissement a priori dangereux. Des risques du métier, on est donc passé au risque général. Personne n'est obligé de devenir artificier, mais quand on s'aperçoit que tout le monde est en danger, rien ne va plus. Monteux, qui vit depuis un siècle sur sa poudrière, a réclamé hier pour la première fois le déplacement de l'usine. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, la municipalité? Vous demandez qu'elle s'en aille, cette entreprise Ruggieri? Ah non, surtout pas. Surtout pas, parce que d'une part, l'artifice à Monteux est un peu ce qu'est, si vous voulez, le nougat à Montélimar. Et puis, cette usine fait quand même travailler environ 250 personnes. Il y a plus de 500 personnes qui vivent de leurs emplois à Monteux. Il n'est pas question pour nous de demander à Ruggieri de quitter Monteux, mais de s'installer hors de l'agglomération. On demande le déplacement des usines, mais dans hors agglomération de Monteux, avec la garantie de l'emploi pour tous les salariés. Ici à Monteux, on a l'impression que tout le monde, municipalité en tête, réclame le déplacement de votre entreprise. Est-ce que vous êtes disposé à le faire? De l'entreprise, certainement pas. Mais il y a effectivement des aménagements à apporter. Mais vous pouvez emporter tous ces ateliers ailleurs que dans l'agglomération, c'est possible techniquement?
C'est possible techniquement, c'est un plan à long terme et qui ne peut se faire qu'avec des soutiens et des aides. Ce sera long, des années sans doute. En attendant, dès que le CES sera réparé, les enfants retourneront à l'école, juste en face de l'usine. Journée de détente aujourd'hui pour le président de la République et Mme Valéry Giscard d'Estaing, toujours au Sénégal. Le président avait rendez-vous en fin d'après-midi avec la colonie française à Dakar et en principe il dîne ce soir avec une famille française. Il a été beaucoup question, vous savez, de la sécurité en Afrique au cours de ce sommet franco-africain. Le président Idi Amin Dada fait aujourd'hui une visite surprise à Kinshasa. Il a promis au président Mobutu de lui envoyer des troupes éventuellement s'il en avait besoin. Alors Yves-Guy Bergès, vous rentrez de Kolwezi, vous étiez l'envoyé spécial d'Antenne 2. On sait que depuis quelques jours, une contre-offensive est déclenchée, importante et décisive à votre avis ? Eh bien, d'abord, il est très difficile d'en parler, car vous savez que ce qui caractérise cette guerre, c'est la très grande difficulté pour les journalistes d'être sur le terrain. Nous ne sommes pas autorisés ni à assister au combat, ni même à rester à Kolwezi, et tous les confrères et moi-même qui sommes là sommes restés dans la clandestinité. Donc cette offensive de Kolwezi, elle est très fortement appuyée par les 1200 Marocains qui amènent, j'oserais le dire, un élément professionnel qui n'existait pas. Qui participent en ligne d'appui, c'est-à-dire qu'en première ligne, il y a des Aïrois, le meilleur bataillon de l'armée zaïroise, le 122e. On a mis les Marocains derrière et les Marocains donnent un appui de feu. Ce tir passant derrière les Aïrois, selon certaines mauvaises langues, les empêcherait de reculer. Mais on ne peut pas encore juger de l'efficacité de cette offensive. Je crois qu'il ne faut pas du tout imaginer cette guerre selon un schéma européen. Il s'agit de savanes, de termitières et de brousse, donc, et environ une zone d'une trentaine de kilomètres sépare les deux ennemis. Alors, la grande question, la présence cubaine, on peut la confirmer ou pas? Jusqu'à présent, on n'a pas vu de Cubains, 2 prisonniers, mis à part les journalistes qui avaient été faits prisonniers avant, dont moi, 2 prisonniers, les 2 premiers ont dit qu'il y avait des Cubains, mais personne ne les a vus. Alors, le point important me paraît être ceci. Les gendarmes katangais appartiennent à une ethnie, qui est l'ethnie Lunda, qui couvre à peu près toute cette région. Ils ont récupéré en quelque sorte, en entrant au Zaïre, leur Alsace-Lorraine. Il est assez vraisemblable qu'ils ne l'ont pas fait seuls, qu'il y a les Cubains derrière. C'est un peu une histoire africaine. Les gendarmes katangais, c'est la chèvre qu'on met à Napa. Le léopard du Zaïre, avec les Français, si vous voulez, tout au moins la logistique française, et les Marocains risquent de sauter sur la chèvre. À ce moment-là, que fera le chasseur? Que fera le crocodile qui est en Angola? Si la patte du léopard passe en Angola, il risque de l'attraper. C'est une image qui résume bien, je pense à elle seule, effectivement, la situation en ce moment au Shabbat. Merci Yves-Guy Bergès. Incident au Kremlin, le chargé d'affaires chinois n'a pas apprécié du tout qu'un responsable soviétique dise que la Chine contribue en ce moment à accentuer les tensions dans le monde. Et il a quitté un peu brutalement la salle du Palais des Congrès. Jimmy Carter n'ira pas en Chine cette année. Aucune visite d'ailleurs de dirigeants chinois n'est prévue non plus à Washington. Et puis la situation au Pakistan de plus en plus dramatique de jour en jour, et cela dure maintenant depuis 6 semaines. Des incidents aujourd'hui ont fait encore 20 morts et plus de 200 blessés entre l'armée et des manifestants à Karachi. Au lieu de calmer les esprits, la loi martiale décrétée hier dans les 3 plus grandes villes du pays, Lahore, Hyderabad et Karachi, semble donc avoir mis le feu aux poudres. Émeutes, attentats, incendies éclatent un peu partout dans les villes et la grève générale décidée par l'opposition paralyse aujourd'hui toute l'économie du pays. Malgré l'armée et la police qui patrouillent dans les villes, imposent un couvre-feu très ferme et ripostent très violemment en tirant sur la foule, ces émeutes qui depuis 6 semaines secouent le Pakistan s'étendent et dégénèrent en véritable guerre civile que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Plus de 230 morts, des centaines de blessés depuis le 7 mars dernier, depuis les résultats des élections générales remportées par le parti du Premier ministre Ali Bhutto. Élections dont la régularité a été contestée par l'opposition, qui regroupe la gauche et l'extrême droite conservatrice et religieuse, et qui lance une véritable guerre sainte contre le régime, exigeant la démission du Premier ministre et de nouvelles élections qui ne soient plus truquées. Sous les coups de boutoir de ces émeutes chaque jour multipliées et plus violentes, tous les compromis ayant échoué, Ali Bhutto n'a pas voulu céder. Mais ce soir, il ne paraît plus en mesure d'imposer son autorité. Une autorité qui pourrait se retrouver dans les seules mains de l'armée pakistanaise, l'armée étant le seul recours pour échapper à la violence, une nouvelle fois.
Peut-être une solution finalement à l'affaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, vous savez, toujours occupée par les traditionalistes. L'abbé Ducos-Bourget pourrait finalement accepter l'église Marie Médiatrice que le cardinal Marty accepte de lui prêter jusqu'au 4 juillet. Et puis on parle toujours de la bête dans les Vosges. Celle du Gévaudan, version 77, n'était qu'à Griffon, matinée de chien-loup, qui a quand même fait d'ailleurs quelques dizaines de victimes, des moutons. Eh bien dans les Vosges, la liste s'allonge de jour en jour et la population a parfois la gâchette sensible. Quelques chiens errants en ont fait la triste expérience. C'est à peu près le portrait de la bête, et si sa tête n'est pas encore mise à prix, elle est recherchée et traquée par toutes les fines cartouches de la région. C'est que depuis son entrée en scène le 28 mars dernier, la liste de ses méfaits ne cesse de s'allonger. Un bœuf, une biche de 120 kilos et une centaine de brebis égorgées. C'est une bête très puissante. Elle a tout l'aspect du loup. Elle a une grosse tête, une tête assez courte, une queue en panache, un peu comme la queue de loup, et une couleur gris-rougeâtre. Alors, une nouvelle fois dans les Vosges depuis 3 semaines, c'est la mobilisation générale, mais les nombreuses battues n'ont rien donné. J'ai aperçu la bête dans la battue du 9. La battue du 9 avril qui a eu lieu, j'ai aperçu la bête à 2 reprises. Le premier coup, elle me passait à 100 mètres, mais je ne pouvais pas tirer. C'était sur une route où il y avait quelqu'un qui faisait le trac. Et elle m'a repassé un deuxième coup après avoir été tirée à 80 mètres. Loup, y es-tu? Mais s'agit-il bien d'un loup, d'un chien ou d'un chien-loup? Peut-être bien un chien qui a échappé au coup de fusil des chasseurs de la région, mais pas au déclic d'un photographe avisé. Une photo utile que nous n'avons malheureusement pas, mais qui rassure, paraît-il, tous les autres chiens de la région. Deux choses enfin en football. D'abord, Lens rencontre Nice ce soir en match comptant bien sûr pour le championnat. Et puis Michel Hidalgo a annoncé la composition de l'équipe de France qui va rencontrer les Suisses demain. Deux nouveaux, deux bleus, donc Baron Kelly et Sanoun. Ce sont tous les deux, vous le savez, des Nantais. En basket, la France a battu la Pologne aujourd'hui par 101 à 86 dans le tournoi international de Sofia. Le temps des températures généralement élevées aujourd'hui, oui, enfin printanière, 11 degrés à Cherbourg dans l'après-midi, mais 25 à Bordeaux. Bordeaux, record battu. Une zone pluvieuse demain matin de la Bretagne aux Ardennes qui s'étendra dans la soirée de la Vendée au Jura. Beau temps en revanche dans la moitié sud avec des températures plutôt printanières. Et puis une information peut-être de dernière minute avec Betty Duro. Oui, l'Union soviétique et la Syrie demandent que la conférence de Genève sur le Proche-Orient ait lieu le plus tôt possible. Voilà, Jean-Claude. On savait d'ailleurs, puisque les Américains l'ont plus ou moins laissé entendre, qu'elle pourrait avoir lieu en principe avant de toute façon la fin de l'année. À 23 h, d'autres informations avec Betty Duro. Et puis un rendez-vous demain à 12h30, rendez-vous avec les mariniers, samedi et demi en direct en effet du port de Conflans-Sainte-Honorine. Le temps du chaland qui passe est peut-être révolu. La batellerie s'adapte à la concurrence du rail et de la route. Samedi et demi donc, demain à partir de 12h30. Bonsoir.